Tous pour cette nouvelle conférence webinaire de sosmer.org. Le but va être aujourd'hui de recevoir le maire d'Ungersheim, mais pas que. Il va nous expliquer les universités de la résilience qu'ils veulent mettre en place. Au-delà de ça, on a plusieurs proposeurs de solutions ici sur ce plateau. Il y a des gens qui peuvent aider au financement, mais il y a aussi des gens qui sont proposeurs de technologies qui sont abouties maintenant, ces technologies, et qui sont très intéressantes, même sur un point de vue investissement. Nous avons Christian Somade qui, lui, représente le Haut Comité français pour la défense civile, donc c'est-à-dire qu'ils font un travail de fond au Comité français pour faire en sorte que la résilience ait du sens et que nous soyons préparés à une quelconque catastrophe et être en mesure de justement nous sauver. Alors, on a encore on a en attente le maire d'Ungersheim qui doit pas tarder à arriver. Comment je vais organiser cette conférence? On va faire en sorte de laisser parler le maire d'Ungersheim une grande partie. Il reste avec nous à peu près une demi-heure pour nous parler de ce qui a été mis en place à Ungersheim. Et à l'issue de ça, je referai une présentation de toutes les personnes qui sont sur ce plateau pour expliquer pourquoi ils ont été invités et pourquoi c'est important de les avoir aujourd'hui quand on parle de résilience. Alors, il y a bien sûr beaucoup plus de solutions que sur ce petit plateau numérique, mais voilà, on a la chance d'avoir des solutions avec des retours d'expérience. C'est ce qui fait vraiment la différence. Il y a Pierre-Yves Lenormand qui vient de nous rejoindre avec des solutions chanvre aussi. J'espère qu'on n'a pas de soucis sur le maire d'Ungersheim qui devrait plus tarder à arriver. Je suis avec la mairie là, et en fait, oui. Il y a un peu d'ordinateur, mais on est en train de le solutionner, donc 1 ou 2 minutes. D'accord. Alors, du coup, vu qu'on est en enregistrement, je vais en profiter de ces 5 minutes pour présenter plus en détail qui est là. André Jacques Holbeck, c'est le cofondateur de SOSmer avec moi et bien d'autres, mais il est très très actif et c'est un économiste. Il a travaillé plusieurs années à analyser l'économie et les grandes orientations de notre monde. Est-ce que ça va aller vers du mieux ou vers du pire? Donc, on a décidé de créer SOSmer. SOSmer, ça sert à quoi? Ça sert à alerter les maires sur le fait que, comme on pense que ça va durer, les mantras de la croissance, il faut peut-être les revoir à la baisse, sachant qu'on est dans un monde aux ressources tarissables et à terme, on risque d'avoir des crises si on ne se prépare pas à la résilience. Alors, j'enchaîne tout de suite avec Christian Somade. Christian Somade est le Haut Comité français pour la défense civile. Si SOSmer, évidemment, on a réussi à avoir quelques tribunes dans la presse, il faut absolument que vous vous intéressiez à ce Haut Comité français pour la défense civile. Pourquoi? Parce qu'en termes de technologie, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour savoir où aller, comment aller. Et au-delà de ça, ils ont créé les pavillons orange. Alors, les pavillons orange, c'est absolument important parce que c'est ce qui est déterminant pour vous administrer, dans le sens où si vous avez un pavillon orange sur votre mairie, qui est d'ailleurs donc délivré par ce Haut Comité français par la défense civile, ça veut dire que vous êtes en mesure de compter sur la résilience de cette commune, et donc vous pourrez certainement plus boire que les autres, boire de l'eau, hein, je parle. Vous aurez certainement de quoi manger, vous aurez certainement de l'énergie, vous aurez certainement des choses qui ont fait à la résilience. Puisque maintenant on a le maire d'Ungersheim, je continuerai ma présentation ultérieurement. Monsieur Mensch, bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
C'est vraiment un grand bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien Tout à fait, oui. et on vous entend bien également. On ne va pas perdre trop de temps parce que je sais que votre temps est compté et j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez mis en place à Ungersheim et plus précisément de ce que vous comptez mettre en place avec, si je ne me trompe pas, ces universités de la résilience pour les maires. C'est hyper important pour nous de vous entendre à ce sujet. Je vous laisse commencer. Eh bien, nous nous sommes engagés dans une démarche de la transition écologique qui prend en compte plusieurs aspects des compétences qui nous sont dévolues, mais qui concernent la vie courante du citoyen. Et donc, ce sont 21 actions qui s'appuient sur 3 piliers essentiels qui sont l'autonomie intellectuelle, l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire. Voilà, donc 21 actions. Alors, je peux vous en énumérer quelques-unes si vous voulez. L'autonomie intellectuelle, le terme peut paraître un peu pompeux. Toujours est-il qu'il s'agit de se soustraire de la société consumériste autant que faire se peut, naturellement, qui nous formate, nous conditionne, et pour arriver à penser librement, à sortir du politiquement correct, de la pensée unique, pour aller en dehors des sentiers battus, ouvrir d'autres horizons, il convient de s'ouvrir l'esprit par un certain nombre d'actions. Donc, essentiellement, la démocratie participative, qui consiste à impliquer le citoyen et à le responsabiliser à travers des conseils participatifs, avec une contribution là pour le moins intellectuelle, et aussi avec des chantiers participatifs où le manuel… Tiens, voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui est parti sur l'écran, où le manuel donc prédomine. Voilà, également avec la monnaie locale complémentaire, avec un atlas communal sur la biodiversité, là qui est vraiment d'actualité du fait que là actuellement nous sommes vraiment confrontés à un effondrement, à une extinction de masse de la biodiversité très rapide comme jamais nous l'avons connu. Donc la biodiversité est un élément essentiel pour la survie de nos écosystèmes et donc de notre propre survie. Voilà, donc globalement, ensuite dans l'indépendance énergétique, c'est le développement des énergies renouvelables, voilà, comme beaucoup de collectivités le font, mais c'est aussi la sobriété énergétique. Donc la première des énergies renouvelables est celle qu'on ne consomme pas. Et également en intervenant sur l'habitat, voilà, l'habitat économe, en intervenant sur le déplacement. Nous, on a choisi de sensibiliser la population avec le transport hippomobile. Donc, nos enfants sont conduits à l'école en calèche et le cheval intervient dans différents domaines, aussi dans l'expérimentation du ramassage des déchets verts en traction hippomobile, ensuite déchets verts qui sont compostés et qui retournent donc dans l'exploitation maraîchère. Alors voilà, c'est le troisième pilier, la souveraineté alimentaire, c'est tout simplement consommer ce qu'on produit chez nous, en sachant que les aliments font en moyenne 3000 km avant d'atterrir dans nos assiettes, d'une part, et d'autre part, pour avoir une bonne lisibilité. Aujourd'hui, il y a une forte demande de produits bio et la production ne suit pas. Donc, il y a beaucoup de produits importés. Il y a aussi le bio industriel. Et pour avoir la garantie d'un produit de bonne qualité bio, il faut ajouter bio et local. Voilà. Alors, bien, on met en place une filière qu'on appelle de la graine à l'assiette. Voilà. Donc, ce sont à chaque fois des actions qui tendent à aller vers l'autonomie alimentaire, vers l'autonomie énergétique et aussi vers plus de liens sociaux à travers cette forme d'autonomie intellectuelle. Alors ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à développer l'alternative sans les citoyens. Et donc, comment vous avez fait pour ça? C'est-à-dire que vous avez fait des tribunes citoyennes. Comment vous avez procédé?
Alors, donc, c'est la partie la plus difficile, hein, le fait d'entraîner, d'intéresser le citoyen aux politiques publiques et même d'en devenir les acteurs. Donc, même si souvent le citoyen il réclame en disant que il est trop éloigné des centres de décision, qu'il ne participe pas suffisamment, qu'il n'est pas suffisamment écouté. Quand on lui ouvre les portes et qu'on lui demande de participer et d'apporter son éclairage et sa contribution, ben il répond pas. C'est pas une réponse en masse. Hein, voilà. Donc alors, ben on s'évertue quand on s'applique quand même à être le plus entreprenant possible en la matière, en développant des actions un peu tous azimuts. Voilà, donc en le sollicitant pour utiliser la monnaie locale complémentaire, on crée plus de liens et puis on peut faire la démonstration que le consommer local est important. Voilà. Ensuite, à travers des chantiers sur, par exemple, la construction d'une ferme où il intervient pour l'isolation en bottes de paille, la mise en place de torchis, de rondins, de maçonnerie en bois cordé, de galets en soubassement, sur la plantation de haies bocagères et aussi sur la réalisation d'un parc résilient. Ça touche à chaque fois, d'un parc champêtre résilient, ça touche à chaque fois d'autres catégories de personnes. Et donc, ça élargit l'éventail d'intervention et de sensibilisation du citoyen. C'est aussi à travers l'école, donc les enfants de l'école qui sont, comme je disais, conduits en calèche, qui mangent bio depuis 2009, 100% bio tous les jours de la semaine, goûter inclus, qui interviennent à travers une mare pédagogique, à travers un jardin pédagogique, qui interviennent dans les champs, qui sont sollicités depuis maintenant plusieurs années par une entreprise dans le cadre de la semaine du développement durable, qui ont décroché le label E3D, donc École Démarche Développement Durable. Donc, ça fait une sensibilisation des enfants, des parents et bien sûr les enseignants qui sont le fer de lance de cette opération. Donc, ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde en réalité dans ces différentes interventions, par exemple, un atelier de cuisine végétarienne, dans la conserverie, par les bénévoles, dans une forme d'agriculture participative. Voilà, donc ça touche pas mal de gens, mais qui reste une minorité. Hein, voilà, il ne s'agit pas de... Ça reste une minorité pour vous, Pardon? Ungersheim, ça reste une minorité ou alors c'est toute la population qui a adhéré à votre... Non, ça reste une minorité agissante, hein, c'est-à-dire les gens qui s'engagent vraiment dans ces actions. Reste une minorité. Ça fait des centaines de personnes, certes, mais ça reste une minorité. Je pense qu'il y a une élévation de conscience parce que bon, j'ai appris récemment que prise de conscience, c'est un peu un terme galvaudé parce qu'on ne prend pas conscience, on a la conscience, on la possède, il faut juste l'élever. C'est Pierre Rabhi qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, je pense qu'il y a effectivement une élévation de conscience, sans doute plus importante qu'ailleurs, puisque ben, nous sommes élus depuis maintenant, moi depuis 30 ans, quoi, donc c'est une acceptation de cette politique. Très bien. À votre avis, quel a été le vecteur le plus déterminant pour que les gens adhèrent? Est-ce que ça a été justement passé par ces nouvelles alternatives ou alors ça a été plutôt les tribunes citoyennes, une information, je ne sais pas, je dis des bêtises, hein, des exemples, vous avez donné des fascicules, tiens, on va faire une transition, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été le plus déterminant? Les actions, disons les actions les plus déterminantes qui touchent le mieux, ce sont la meilleure porte d'entrée, c'est l'alimentaire. D'accord. Tout le monde est sensible à la question alimentaire et quand on rentre par l'alimentation, on peut développer toute une série d'autres actions, quoi. Il y a des imbrications sur l'énergie, hein. Il faut de l'énergie pour produire des aliments, sur le déplacement, le transport, hein, le transport du personnel agricole qui est
chargés de la production, dans la commercialisation. Donc, il y a toute une série de transports, déplacements, je le disais, 3000 km. Donc, on touche un peu tout, quoi. Et puis, la sensibilisation, les variétés de légumes, les semences anciennes, le monopole des semences, voilà, par Monsanto, des OGM, etc. Donc, on touche un peu tous les secteurs. Et donc, vous enseignez aussi à travers le fait de s'alimenter sur les grandes choses du monde, en gros. C'est ça, vous passez par l'alimentation. Au début, vous organisez peut-être des repas pour découvrir un peu les implications de l'énergie quand on mange, et c'est ça qui éveille les consciences, c'est ça? Oui, dans le fait de manger, de partager un repas, de manger ensemble. Ouais. Donc, c'est une règle, quoi. C'est une règle, c'est la célébration de chaque action, de chaque réunion. Et puis, le repas qui doit être bio, donc apporte une note de convivialité et de fraternité, de partage. Et donc, c'est l'élément essentiel de la transition quand même, quoi. D'accord. Alors, avant de parler justement de votre école de la résilience, est-ce que vous affirmeriez, je suis désolé, hein, je vais être un peu dans le discours SOS Mère, vous êtes en mesure d'alimenter votre population en local? À partir de notre production Oui. agricole, Est-ce que vous avez réussi à mettre en place en termes de résilience? Est-ce que si on isole Ungersheim, il n'y a plus qu'Ungersheim en France, est-ce que Ungersheim est capable de se nourrir? Non. Non, Non. pas encore. Non, Eh parce que même s'il y a suffisamment de terres agricoles, qu'il y a, disons, il y a de l'élevage, il y a tous les ingrédients pour nourrir la population, effectivement. Mais cette production ne se tourne pas vers la nourriture locale. C'est-à-dire, j'appréhende ça de la façon suivante, c'est-à-dire que le consommateur hungersheimer va encore très largement dans les supermarchés qui sont, eux, approvisionnés par des ingrédients qui arrivent de l'extérieur, quoi. Alors, voilà, de ce point de vue-là, non. Par contre, il y a suffisamment de ressources et il y a suffisamment de terres agricoles pour nourrir la population. C'est pour ça qu'on s'attelle à cette tâche. Parce que Alors, on va vous aider. on a les ingrédients, mais on n'est pas encore dans cette résilience parfaite. Alors, sur le plateau devait être aujourd'hui Monsieur Jean-Claude Gonod, qui est un ancien numéro 2 de la Société Générale à New York, qui est complètement raccord maintenant avec le discours de SOS Mère, visant à dire maintenant les capitaux qui valent encore quelque chose, il va peut-être falloir les faire migrer vers des choses qui peuvent tous nous sauver, faire du durable, hein, c'est bien d'avoir des choses qui passent les crises. Et typiquement, la démarche d'Ungersheim et bien d'autres, hein, on va les citer après, mais là, c'est votre temps de parole. On va faire en sorte de vous aider. Il y a aussi les cigales, Madame Jeunesse, qui est là avec nous. Donc, allez, maintenant, on focus sur ce que vous voulez faire avec l'Université de la Résilience. Vous pouvez nous en parler, vous avez encore 5 minutes. Et après, ce sera la série de présentations et de questions. Alors, qu'est-ce que vous entendez précisément par Université de la Résilience? Alors, j'ai cru entendre avec Véronique Wurth, que j'ai eu au téléphone, que vous comptiez créer pour les maires qui veulent faire comme Ungersheim, ou à peu près comme Ungersheim, ou à des variantes près, une espèce d'université où vous donnez votre retour d'expérience, parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est l'expérience. Et donc, est-ce que vous… alors, où on en est? Alors, effectivement, vous faites bien de me le rappeler. Alors, on pense que, en suivant une des nombreuses citations de Gandhi, que l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Alors, on s'évertue à donner l'exemple et à partir de nos expériences et de monter une sorte d'institut de la transition écologique qui est alimenté par d'autres initiatives qui sont aussi nombreuses à travers le pays
et qui, donc mutualisés, partagés, peuvent aboutir à des solutions adaptables, reproductibles sur d'autres territoires en fonction de leur configuration géographique, socio-économique, sociologique. Hein, voilà, donc économique aussi, je pense que j'ai dit. Alors, donc, cet institut est un organe d'essaimage, enfin, voilà, devrait devenir un organe d'essaimage de formation, hein, voire d'inspiration pour des collectivités, voire des associations citoyennes. Bon, ben c'est vraiment top. Alors, on va très vite rebondir sur le Haut Comité français pour la défense civile. Je vais leur donner la parole. Mathieu, si tu peux m'y aider. Est-ce que je suis… Voilà. Si on peut… Voilà. Bonjour Christian Sommade. Est-ce que vous pouvez expliquer assez rapidement? Désolé, le temps nous… Non, pas de problème. Bonjour à tous et à toutes. Je salue Monsieur le maire pour ses travaux de résilience structurelle, comme je l'appelle, c'est-à-dire de la résilience à long terme en changeant à la fois les comportements et les façons de faire. Alors nous, au Comité français pour la défense civile, on s'intéresse à la résilience structurelle, mais c'est pas notre cœur de travail. Notre cœur de travail, c'est la résilience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité à faire face à des événements néfastes qui ne sont pas forcément chroniques, comme ceux que décrit Monsieur le maire, enfin, sur le discours qui a des stress chroniques que l'on connaît et sur lesquels il faut les traiter dans la durée par un changement des comportements, mais nous, plutôt sur des stress qui sont épisodiques et qui sont liés aux différents typologies de crises que l'on peut rencontrer. Donc, nous avons depuis très longtemps travaillé avec les collectivités locales, tout d'abord en déterminant un premier label qui est le pavillon orange, qui est le fait que les communes aient un plan communal de sauvegarde qui ait une certaine valeur, une certaine signification. Vous savez que l'État a créé ce dispositif de plan communal de sauvegarde par les lois de la sécurité civile, qui sont assez anciennes, mais finalement sans donner de garantie sur la qualité de ces plans. Donc, on a voulu, nous, rajouter un label pour être certain que les plans aient réellement une efficacité opérationnelle. Donc, ça, c'est le premier point. Après, ça nous a mené à développer aussi des outils parce qu'on s'est rendu compte que dans les collectivités, notamment, mais les entreprises, c'est un petit peu pareil, il n'y avait pas d'outils pour la gestion des risques des crises. Donc, on a développé des dispositifs, alors pas seulement nous, mais d'autres entreprises avec lesquelles on s'est associé pour créer ce qu'on appelle maintenant des écosystèmes numériques qui vont sortir et qui permettent à une organisation, que ce soit une collectivité ou une entreprise, de gérer un certain nombre d'aspects de la résilience organisationnelle. En premier lieu, évidemment, l'alerte des élus, des populations ou des personnels concernés, donc avec un dispositif particulier, et puis également les dispositifs de gestion de crise, c'est-à-dire les mains courantes, les tableaux de bord, la cartographie qui est un élément essentiel. Et donc, nous avons développé à ce sujet une cartographie qui prend 400 couches d'enjeux sur la France, c'est-à-dire toute la nature des enjeux auxquels vous pouvez penser, puisque 400 couches, c'est gigantesque, pour pouvoir permettre de faire la carte dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est un outil extrêmement précieux, à la fois en planification et en gestion opérationnelle. Donc voilà, donc on travaille là-dessus, on travaille sur également tout ce qui est veille, puisque nous avons une veille Internet sur toutes les questions de sécurité nationale qui existe depuis 5 ans maintenant et qui poste à peu près une 60aine d'articles par jour, donc c'est très conséquent. Et nous avons donc des tableaux de bord. Voilà. Nous sommes une organisation modeste, une petite dizaine de personnes, mais nous sommes assez engagés dans la transition numérique depuis longtemps. Et nous servons, je dirais, plutôt des grandes organisations, donc des grandes entreprises, l'État, bien évidemment, et les collectivités territoriales qui nous font confiance. On en a une soixantaine, un peu plus d'une soixantaine qui sont labellisés pavillon orange. Voilà. Donc, voilà. C'est des coûts qui ne sont pas énormes puisque c'est évidemment relatif, quelques centaines d'euros par an et ça permet d'avoir un certain nombre d'éléments d'information pour les maires et d'évaluation pour les maires.
Alors, juste, on refait un petit point. On a à peu près 36 000 communes. Hein. On a 67, un peu plus de 60 communes labellisées. Pour reprendre l'exemple d'Ugersheim, qui est exemplaire, pour le coup, on voit bien que en cas de crise systémique, puisque une nouvelle fois, M. Mensch l'a bien signalé, aujourd'hui, nos légumes, nos fruits et plein d'autres choses font 3000 km. Il suffit d'une crise systémique comme nous évoque André Jacolbec, une crise bancaire ou une crise énergétique, les magasins se vident. On a donc des gens qui aujourd'hui sont à peu près identifiés comme résilients et qui seraient victimes de ceux qui ne le sont pas. Parce que forcément, l'autonomie alimentaire de Paris, c'est 3 jours. Vous imaginez bien que toutes les petites villes qui seraient résilientes seraient prises d'assaut. Nous, ce qu'on veut, on s'inscrit, SOS Mer, dans cet esprit de protection. On va arrêter avec l'anxiogène. Je vais donner la parole à Monsieur Chanvre, Pierre-Yves Normand, parce qu'on va parler des solutions aussi. Et juste après Pierre-Yves Normand, je laisserai la parole à Madame Jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est tous ces petits épargnants qui, justement, cherchent à utiliser leur épargne, c'est des gens d'un certain âge parfois, et qui connaissent pas notre monde numérique. Nous, c'est facile, mais eux, ils aimeraient bien aider à la transition, et ils ne savent pas comment. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire du transgénérationnel, connaître les cigales qui vont intervenir juste après Pierre-Yves Normand, parce qu'il a, je crois, des bonnes nouvelles à nous annoncer. Allez, bonjour messieurs, je suis Pierre-Yves Normand, le président de l'association Bretagne Chanvre Développement. Nous avons participé à un appel à projet du ministère de la Transition écologique en février 2018, donc de cette année, qui s'appelle toujours Mon projet pour la planète. Et notre projet pour la planète était de produire du chanvre alimentaire à Quimper pour en extraire les huiles végétales et les farines pour permettre de fabriquer des aliments pour la cuisine centrale du LICES, une grande école de Quimper qui prépare 4500 repas par jour et qui envoie également les plateaux repas dans des écoles primaires. Eh bien, écoutez, 8 mois après, M. Boisson, vous avez suivi ce concours et voté pour nous. Nous avons mis en culture 10 hectares de chanvre alimentaire à Quimper, dont 3 hectares sur un terrain de réserve foncière de la mairie qui s'est associé au projet. Nous avons récolté les graines de chanvre, 5 tonnes de graines. Nous avons pressé les graines de chanvre, sorti les huiles végétales, sorti les farines de graines de chanvre et avec ces farines, nous avons fabriqué des pâtes alimentaires fraîches avec du blé d'épeautre. Eh bien, écoutez, 4500 élèves de Quimper ont mangé des pâtes biologiques au chanvre produites à moins de 2 km de les récoltes jeudi de cette semaine. Bravo. Donc, un sacré coup qu'on a fait. On peut faire aussi, des objets en 3D, hein, des objets en 3D en local. Exactement, ils sont ici. Voici des objets en 3D imprimés en cellulose de chanvre. Mais si vous m'envoyez sur d'autres sujets, ça va prendre des heures. Ok. Alors, on va laisser parler les cigales. Ici, nous avons un cookie protéinique à la farine de graines de chanvre qui a été fabriqué par la boulangerie qui est entre l'école et entre les champs, donc à 500 mètres environ des champs, à 500 mètres de l'école. On a fait 1500 cookies au chanvre qui ont été distribués à l'école primaire Saint-Raphaël-Saint-Charles de Quimper au goûter. Eh bien, écoutez, les enfants m'ont sauté dessus, en ont redemandé encore. Et c'est par ce biais-là que j'ai réussi à leur faire finir leur assiette. C'est-à-dire que lorsqu'on leur a servi les pâtes au chanvre, on leur a dit « Est-ce que vous voulez encore des cookies pour le goûter ?» Ils ont tous dit oui. Donc, on leur a dit « Écoutez, vous allez finir votre assiette. » Eh bien, écoutez, 35% de déchets alimentaires en moins dans les assiettes suite au repas chanvre. Et pareil, pour les élèves du LICES, 4500 repas. Ils ont suivi le projet depuis le début. Ils ont voté pour nous. Et on leur a dit, écoutez, si vous voulez que ça continue,
vider vos assiettes. On a pris donc en vidéo les plateaux repas qui sortaient, 25% de déchets en moins. Donc, c'est une superbe aventure qui est en route et on va fournir 300 kilos de pâte au chanvre chaque mois avec l'école Le Liquès qui vient d'officialiser son label Mon Resto Responsable, le premier restaurant du Finistère de l'ancienne fondation Nicolas Hulot pour l'homme et la nature. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est une association qui se développe. Les autres cuisines centrales sont venues nous voir. Nous aussi, on en veut. Nous aussi, on en veut. Et aujourd'hui, ce qu'on a produit sur 10 hectares va être absorbé intégralement et on va manquer de matière pour fournir en fait les écoles qui peuvent directement commander ces produits sans avoir à passer par certaines hiérarchies. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On est très content de vous conter cette belle histoire. Et ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la composition protéinique, biologique de ces produits-là, on pourrait faire une étude sur le niveau d'attention des élèves à l'école et également sur leur niveau de performance physique lors des tests de sport parce qu'ils mangent des bonnes choses. Et nous avons été surpris parce que ces pâtes-là ne sont pas de couleur claire, jaune comme d'habitude, mais un petit peu de couleur naturelle. Il y a 20 ans, ce ne serait jamais passé. Et bien maintenant, c'est passé. Les enfants, les élèves sont sur le goût. Et ces fameux cookies, du beurre, de la farine, un petit peu de sucre, un peu d'œuf, des matières très simples, sont appréciées beaucoup plus que l'ancienne génération de cookies, de granola, etc., etc. Donc, les enfants ont compris. Et c'est eux qui demandent maintenant à leurs parents d'avoir des produits à base de chanvre. Donc, ils ont convaincu leurs parents et d'arriver à revenir dans mon école par la grande porte de cette façon-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'encourage vraiment les autres maires de France à venir voir qu'est-ce qu'on a fait avec cette mise à disposition de terrain et d'avoir le ressenti des enfants. On prépare une belle vidéo pour expliquer le projet global. Et ce que je peux vous le dire, c'est que tout le monde peut le faire aujourd'hui. Merci Pierre-Yves. Juste une question, s'il vous plaît, juste une question, Pierre-Yves. Au niveau énergétique, le chanvre. Oui. Alors, au niveau énergétique, nos farines de graines de chanvre sont très riches en protéines. 18% de protéines dans les farines de graines de chanvre. Plus on va les tamiser, plus on a un taux de protéines qui augmente. On a les oméga 3, les oméga 6 et surtout les 10 acides aminés essentiels que le corps n'est pas capable de fabriquer. Donc, tout ça se retrouve dans les produits simplement transformés pour l'équilibre énergétique. Désolé, je voulais parler de carburant parce que j'avais entendu dire que le chanvre était un producteur de carburant. Alors, on a donc M. Henry Ford qui a fabriqué sa Ford T avec un moteur type diesel qui faisait tourner son moteur à l'huile végétale de chanvre. Et la carrosserie. On va y revenir. Ça, on y sait. C'est que nos huiles déchets qui ne sont pas compatibles avec l'alimentation humaine font fonctionner des voitures à Quimper avec des moteurs diesel. Très bien, merci. Monsieur Mensch, votre réaction, Mathieu, si tu peux libérer le micro. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce chanvre, ces applications? Moi, je suis tout à fait très favorable à cette initiative. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'était celle de Quimper, mais j'en avais suivi une que j'ai trouvé fort intéressante. Et effectivement, chez nous en Alsace, on a une plaine qui est très riche du point de vue des nutriments agricoles, mais qui est utilisée uniquement presque exclusivement pour le maïs, pour la culture du maïs. Et le chanvre pourrait être une excellente alternative et je prêche pour cette idée-là. Je suis très favorable. Alors surtout que c'est une économie régénérative. Ce qui est important, c'est qu'en plantant du chanvre, on régénère les sols. C'est tout l'inverse de notre économie actuelle. Alors, je vais donner maintenant la parole à Yvonne Geneste. Je ne sais pas si elle nous entend toujours. Mais oui, toujours. Et je n'ai fait que d'entendre des choses où je me retrouve complètement. Alors, SIGAL, c'est un acronyme
CIGALES, donc nous sommes des clubs d'investisseurs, oh là là, quel gros mot, GAL pour une gestion alternative et locale, et ES de l'épargne solidaire. C'est-à-dire que un club Sigal, comme tous les clubs d'investisseurs, est composé de 5 à 20 membres, mais des particuliers, hein, pas de personnes morales, qui épargnent ensemble généralement des petites sommes, et cette épargne-là, ils la mettent à disposition de création ou de développement d'entreprises, mais pas n'importe lesquelles, celles que vous avez décrites là tout à l'heure, que ce soit en matière d'agriculture comme en matière de développement durable, etc., etc. Je vais vous d'ailleurs donner des exemples, notamment celui de ma propre cigale tout à l'heure. Donc, 5 à 20 membres, la moyenne c'est, on va dire, 12-13, qui épargnent ensemble la valeur de entre 100 et 200 euros par an. Alors, c'est certains plus, bien sûr, mais pour dire que c'est ouvert à tout un chacun. Et notre force, en tous les cas, dans les Pays de la Loire, c'est d'ouvrir cette épargne solidaire à tout le monde. Et aussi, dans le profil d'ailleurs d'un membre de Sigal, il est très, comment est-ce qu'on va dire, très diversifié, mais il a quand même un grand point commun, c'est que ce sont des gens qui s'ouvrent vers l'extérieur, qui s'intéressent bien entendu à l'économie de leur territoire, mais une économie durable. Voilà comment ça fonctionne. Ça dure 5 ans, la belle aventure. Et donc, nous soutenons des entreprises locales. Alors, la mienne s'est créée, ma première cigale, je suis à la deuxième. La première cigale s'est créée autour de quelque chose qui va sûrement tous vous intéresser. C'est une entreprise de négoce. Oh là là, quel gros mot, du commerce, du négoce. Oui, mais de négoce de bois de chauffage déchiqueté. Chez nous, dans notre département, en Mayenne, il y a beaucoup de bocage. Et pour maintenir le bocage, eh bien, il faut qu'il y ait un petit intérêt économique. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, l'élaguer régulièrement. Mais qu'est-ce qu'on faisait de ce bois d'élagage? Jadis, des fagots pour chauffer les fours de boulanger. Et après, eh bien, on les brûlait dans le coin du champ. Évidemment, une perte sèche économique, mais aussi une grande perte pour l'environnement. Donc, des élus, là aussi, ça venait bien d'élus, se sont penchés sur le problème en disant, mais nous sommes à la veille de remplacer nos chaudières à gaz ou à charbon, etc. Pourquoi ne pas utiliser cette énergie qui est perdue dans le coin du champ? Eh bien, ils ont monté donc cette filière bois énergie déchiquetée. Et mais pour monter cette filière-là, aucune banque n'a voulu suivre, même pas les banques de l'ESS, aucune. Donc, les élus sont allés voir un petit peu ailleurs et ils sont allés en Bretagne où existaient déjà des cigales. Et les cigales, ben, ça n'est que des citoyens qui donc mettent en commun un peu d'argent et qui choisissent les projets qu'ils vont soutenir. Et grâce à ces 5000 premiers euros, c'est tout ce qu'on a amené au départ. Après, ben maintenant, on est rendu à bien plus que ça. Mais eh bien, la filière a pu se constituer, l'entreprise de négoce a pu se créer. Et cette entreprise qui a eu énormément de mal à démarrer, on a été jusqu'à moins 100 000 euros les 3 premières années, autant dire que ça aurait dû être fichu. Mais nous, les cigaliers, les membres de Sigal, on y a toujours cru, les élus aussi.
et on a toujours ramené du capital et on en est maintenant à ce que cette entreprise qui était située uniquement dans le nord de la Mayenne est devenue départementale et l'histoire est jolie parce qu'elle est en train de travailler sur un label national de qualité bois bocager de chauffage. Bravo. Donc vous voyez qu'avec 3 sous au départ, eh bien, et beaucoup de conviction, beaucoup de courage des uns et des autres, notamment des élus, nous arrivons à ce résultat donc au bout de 10 ans. Madame Jeunesse, au niveau donc de ce qu'on a entendu aujourd'hui, on peut imaginer que les cigales soutiennent la résilience, comme Oui. comme le Comité français de la défense civile le propose, Oui. avec des solutions chanvre, comme en propose Pierre-Yves Lenormand. Et puis, il y a d'autres solutions qu'on va évoquer avec Bertrand Chapuis et Monsieur Klaus Maddock. Voilà, et soutenir aussi, bien sûr, l'université de la résilience de Ungersheim. Ça rentre. Alors, le problème des cigales actuellement, ça n'est pas de trouver des projets, je vous en ai cité un seul, mais ce n'est pas de trouver des projets, c'est de créer de nouvelles cigales. Et on est prêt, en tant que Fédération nationale des cigales, à aller dans toutes les régions, parce que malheureusement, toutes les régions ne sont pas organisées comme en Bretagne ou en Pays de la Loire en termes de cigales. Mais on est prêt à aller expliquer ce qu'est une cigale et ce qu'elle peut apporter justement au niveau local. Ça, c'est un circuit court de la finance. On ne peut Parfait. plus court. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Bertrand Chapuis. Bertrand Chapuis, il va se présenter. Lui, il travaille sur tout un tas de solutions et ça fait longtemps qu'on se connaît. Je l'ai amené en terre azerbaïdjanaise parce que quoi, on est un peu taquin. On voulait faire un projet de voiture électrique avec les Azeris là-bas, qui roulait à l'hydrogène avec toute la chaîne qui produit l'électricité, l'hydrogène, la voiture, le recyclage de la voiture. Et donc, c'est tout ça pour vous dire quoi? Oui, taquin parce que l'Azerbaïdjan produit du pétrole, ils font fortune avec le pétrole. Ils pointent avec des trucs qui sont un peu l'inverse. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que les solutions sont là. Et Bertrand, je te laisse en parler. Oui, bonjour à tous. Merci Alexandre de me donner la parole sur cette thématique qui m'est chère, tu le sais bien. Moi je travaille depuis très longtemps sur l'énergie, mais surtout sur le stockage de l'énergie, parce qu'on est tous d'accord, produire de l'énergie verte avec les ENR, on peut dire qu'on sait à peu près le faire, hein, avec que ce soit du panneau photovoltaïque, de l'hydrolien, de l'éolien. Mais la difficulté des ENR, c'est souvent elles sont là et on n'en a pas forcément besoin. Et c'est surtout la grande difficulté, c'est stocker cette énergie. Donc, moi, depuis plusieurs années, je travaille sur ces thématiques-là. Et depuis quelques années, on commence à entendre parler de l'hydrogène. Donc, effectivement, cet hydrogène va nous permettre d'acquérir cette autonomie énergétique au sein des territoires. Alors, c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution qui a été portée par Ségolène Royal et puis surtout portée par Nicolas Hulot, hein, avec son plan hydrogène dans les territoires. Donc, je ne vais pas être trop technique parce que c'est peut-être pas l'objet de la réunion, mais c'est assez facile à mettre en place si on a des énergies renouvelables. Bon, la Bretagne, on a beaucoup de choses en Bretagne, hein, on a du soleil, on a du vent. Dans les régions montagneuses, on peut turbiner, on peut mettre des hydroliennes. Il y a tout un tas de solutions qui s'offrent à nous maintenant pour accepter cette résilience énergétique. Parce que j'ai bien écouté les personnes qui sont intervenues avant moi. Donc, toute cette production, que ça soit en local, le chanvre, etc., c'est super, mais il faut de l'énergie malgré tout pour faire tout ça. Hein, que ça soit de la mobilité, que ça soit des cultures, que ça soit du transport de légumes ou de passagers, des enfants, etc. Il faut quelque part de l'énergie. Et cet hydrogène,
et multi-applications. C'est-à-dire qu'avec ce type de production, on peut faire aussi bien du stationnaire, alimenter du bâtiment, mais aussi on peut faire de la cogénération, on peut faire du chauffage. Donc après, on peut dériver aussi sur la biomasse ou les pyrolyses à haute température. Ce n'est pas le sujet, mais avec cet hydrogène, on peut faire beaucoup de choses. Donc, l'hydrogène, en plus, nativement, c'est dans l'eau. Donc, l'eau, on en a partout. Il suffit de faire une électrolyse, de stocker cet hydrogène. On peut stocker aussi l'oxygène. Et après, on rentre ça dans enfin, c'est un peu barbare, c'est ce qu'on appelle des packs, des piles à combustible, qui vont derrière recréer de l'électricité pour recharger des batteries, par exemple, pour faire un stockage tampon. Parce que le souci des ENR, c'est que pendant la journée, on va produire grâce au soleil, par exemple. La nuit, on est tous d'accord, il n'y a pas de soleil. Donc, parfois, on est en surcoût, en surproduction, parce qu'il y a beaucoup de soleil. On a un événement climatique qui va nous permettre de recharger ce stockage assez rapidement. Mais après, on va être obligé de le shunter parce qu'on n'a plus de dispositif pour le stocker. Donc là, on peut faire intervenir la chaîne hydrogène. C'est-à-dire qu'avec cette énergie supplémentaire, on va mettre en haut des électrolyseurs qui vont casser l'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, vous avez oxygène et hydrogène et on va récupérer cet hydrogène et cet oxygène. Bertrand, est-ce que tu peux nous donner un retour d'expérience, surtout combien de foyers sont aujourd'hui alimentés avec des solutions hydrogène? Alors, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que ces technos sont, je ne vais pas dire émergentes, mais sont opérationnelles puisque moi, j'ai travaillé et j'ai vendu parce que je suis dans une activité commerciale, mais je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas sur SOS Mer pour parler de mon entreprise et vendre mes technos, mais c'est surtout pour vous dire que c'est possible de le faire. Ça, c'est très important. Donc, les premières choses qu'on a commencé à réaliser, c'est les sites isolés. Donc, on peut imaginer un parallèle avec la résilience dans les communes, les communes éloignées des grandes villes où le grid est difficile. Alors, le grid, c'est les lignes haute tension d'habitude. Voilà, le grid, excusez-moi, c'est le réseau EDF, parce que c'est EDF actuellement. Donc, on a tous connu ça, on est en bout de ligne et effectivement, c'est compliqué. On n'a pas forcément les ampoules qui s'allument. Enfin, et tout ça, c'est très perturbant parce que si on n'a pas d'énergie, on n'a pas de moyens de communication, on n'a pas de mobilité, on n'a pas de savoir, enfin, tout ce que vous connaissez. Donc, nous, les premières stations qu'on a installées, c'est sur des sites isolés, en haute montagne. C'est-à-dire que c'est des refuges qui sont, de par leur configuration, isolés, entre 2006 et 3000 mètres, et on leur apporte cette énergie, cette autonomie énergétique grâce à notre solution. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont, c'est des panneaux photovoltaïques qui vont alimenter cette chaîne à hydrogène et qui vont capitaliser, puisque pendant les mois favorables à la production de cet hydrogène, on va stocker. Si vous voulez, c'est un peu comme l'écureuil qui va mettre de côté sa nourriture pour la consommer plus tard. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on va produire cette énergie grâce à notre surcoût solaire et on va la stocker pour l'utiliser au moment où on en a besoin et surtout au moment où on n'a pas des conditions favorables, par exemple au niveau du soleil. On peut avoir un événement climatique qui va nous perturber pendant 3-4 jours. Alors ça, c'était les territoires isolés. Donc, on intervient sur la Polynésie, on intervient sur la Guadeloupe, la Réunion, on intervient un peu partout dans le monde, dans des endroits isolés, sur des îles, puisque là, on a gagné un projet pour alimenter une île en Norvège, c'est l'île de Froan, donc c'est possible aussi. Alors, un peu plus près de chez nous, alors du côté de Nantes, on a fait un bâtiment qui s'appelle Delta Green, qui est un bâtiment où là, on va effacer les pics de consommation du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, au cours de sa vie, il va consommer de l'électricité pour les clims, les ascenseurs, etc. Et à un moment donné, il va sortir de son abonnement. Et là, ce qui va se passer, c'est que EDF va surfacturer ce dépassement de compteur. Et nous, on intervient avec notre station. On va justement déconnecter le bâtiment du réseau pour accepter ce pic de consommation pour effacer justement les pics de consommation du bâtiment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'écrêtage. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi dans les territoires. Il suffit qu'on ait des ENR.
On peut l'appliquer à des bâtiments collectifs. On peut l'appliquer. Alors, pour le moment, sur le particulier, c'est plus compliqué parce que nous, nos systèmes sont plutôt dédiés à l'industrie, hein, puisque c'est des systèmes un peu onéreux à l'instant où on se parle, mais les technos vont faire que, et la multiplicité de ces stations vont faire que les coûts vont diminuer. Hein. Donc, on est sur des bâtiments, pour l'instant, qui sont dédiés, par exemple, pour du locatif, où on commence à avoir beaucoup de bâtiments aussi pour les offices HLM. Hein, qui commencent Bertrand, excuse-moi de t'interrompre. Pour revenir à la résilience, même si on en parle là, l'important, c'est de savoir que même si aujourd'hui, on a des batteries de secours, aujourd'hui, elles ne durent pas très longtemps et souvent, on fait appel à des groupes électrogènes. Voilà. En discutant avec Bertrand la fois dernière, typiquement en Guyane, il faut savoir que dans un cas d'effondrement, dans un cas de collapse ou de désordre sociétal, les bidons d'essence, vous les faites voler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résilience. Absolument. Voilà. Tu as tout à fait raison, Alexandre, pardon. C'est qu'effectivement, mais même les batteries, à un moment donné, il faut les recharger. Vous allez les décharger, il faut les recharger. Vous les recharger avec quoi? Avec l'électricité via des chargeurs. Ces chargeurs, ils sont alimentés comment? Ils sont alimentés par des groupes. En cas de crise, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, on va taper dans les groupes. Alors, les groupes, faut les refueler. Hein. Il faut avoir des grosses citernes. Il y a la maintenance des groupes, c'est compliqué. Et plus vous allez solliciter les groupes, plus ils vont s'user, plus ils vont consommer. Donc, effectivement, on a cette indépendance énergétique parce qu'on est isolé, on fait face à quelque chose qui nous oblige à être résilient. Mais avec les ENR, on peut justement avoir ce stockage tampon, mais surtout qui est green, c'est-à-dire qu'il ne va pas, on est complètement indépendant, puisque cette électricité, on va la produire sur place. On ne dépend pas du tout de la chaîne classique carburant fossile et le grid. Ça, c'est ça que vous le compreniez, c'est qu'il faut avoir cette autonomie. On va revenir sur Monsieur Mensch. Vous avez encore combien de temps à nous accorder, Monsieur Mensch? Ah, là, il y a son micro, s'il te plaît. Oui, le temps qu'il faut, oui. Ah, génial. Alors, c'est peut-être un peu technique pour vous. Pourtant, c'est intéressant de le savoir, puisque, comme vous le disiez, on a vraiment tout ce qu'il faut maintenant. Je vais laisser la parole à Monsieur Klaus Maddock, Bruno, si on peut connecter son micro, pour vous dire aussi que la résilience, ça devient économiquement un bon investissement. Alors, je précise, j'entends déjà les réflexions arriver. SOS Mer, c'est une association de fait. On n'est pas là pour vendre les technologies des uns et des autres. On est là pour parler de ce qui peut nous sauver tous très rapidement et survoler des solutions qu'on n'entend pas toujours publiquement. Voilà l'intérêt de présenter ces solutions. Ce n'est pas pour faire la promotion des entreprises. Bruno de Klaus Maddock va donc expliquer ce qu'il a mis en place avec ses toitures. Bruno? Oui, bonjour à tous. Bonjour madame, bonjour à tous. Oui, effectivement, notre société donc, avait pour but au départ de faire que de l'électricité. Or, nous nous sommes aperçus que l'électricité par elle-même était difficilement rentable, donc il fallait compléter par d'autres comment dirais-je, d'autres sources d'énergie, notamment l'eau, l'électricité, l'eau, pouvoir faire du chauffage, pouvoir faire avec effectivement le même process du froid. Donc, on apporte là, c'est du confort, mais dans l'ensemble de notre produit, ça nous permet d'abord avant tout un toit que nous avons appelé un toit dynamique, parce que ça nous permet à ce moment-là de pouvoir couvrir un certain nombre que tous pensent, pouvoir faire évoluer vers une écologie, comment dirais-je, suffisance. Or, j'ai beaucoup apprécié évidemment la conversation avec l'hydrogène parce qu'il nous manque effectivement ce stockage. Aujourd'hui, on se sert de l'EDF comme élément de stockage. Évidemment, il nous le renvoie très bas en prix. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir qu'on a réussi à pouvoir faire un certain nombre de bâtiments
complètement autonomes grâce à des ballons tampons. Et deuxièmement, on s'est aperçu qu'également, dans toutes les mairies, ils avaient des problèmes enfin, pas toutes les mairies, ils avaient des problèmes concernant les piscines. On s'est aperçu qu'on apportait un soutien permanent de chauffage de la piscine, d'où des économies assez appréciables. On s'aperçoit qu'également que grâce à cet ensemble de solutions, de packs qu'on se rajoute les uns aux autres, on arrive à une solution globale, intéressante, et je dirais économique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au lieu d'avoir, mettons, 20% d'économie, on arrive à 60-70% d'économie globale. Donc ça, c'est quand même prouvé. On a un certain nombre d'exemples qui ont été faits. Et d'ailleurs, on fabrique notre produit en Mayenne, donc notamment ce qui concerne la base qui se met sur un toit. Voilà, donc en gros, c'est ça. Notre produit, c'est un produit économie de demain. On va utiliser toutes les énergies qui arrivent sur le toit, aussi bien l'eau, l'air, le froid, parce que même quand il neige, nous récupérons cette énergie puisque notre panneau est extrêmement froid. Vous mettez la main dessus quand il fait même très chaud. Voilà, c'est un des avantages. Donc, c'est un système assez simple qui a été mis en place par une entreprise qui se trouve dans l'Est de la France d'ailleurs et qui marche fortement dans ce développement. Tout est français. Voilà, c'est ça. Alors, le produit est totalement français. Tout est totalement français. De bout en bout. C'est intéressant pour la résilience. Toute la chaîne. Voilà. Alors, donc, par exemple, là, pour la Martinique. Vas-y. Non, je disais qu'à la Martinique, vous voyez, actuellement, on est en train de faire des car wash. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on utilise l'eau, bien sûr, comme élément principal de notre communication, parce que l'air, on va dire que l'air est plus lent que l'eau, et donc l'eau permet de condenser cette chaleur beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors, tu me posais une question, là, je n'ai pas bien entendu. Alors, on va terminer sur quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. La simulation que j'ai vue chez Bruno, donc simulation économique, c'est qu'en l'espace de 2 ans et demi, un investissement sur une toiture solaire pour une blanchisserie en Martinique, en 2 ans et demi, je crois, a été amorti. Et après, donc, ça générait de l'argent. Alors, je le répète, là, cette réunion de SOS Mer, c'est pas, on réinvente pas le capitalisme. C'est simplement que si on veut que les gens adhèrent à la résilience, il faut leur parler le langage qui leur convient. Et c'est justement comment vous pouvez investir dans quelque chose qui régénère la terre et qui aujourd'hui est quand même plus intéressant que ce qui aujourd'hui la détruit. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a des gens qui n'entendent toujours pas le discours écologique, du tout. Ça a beau faire 27 degrés au mois d'octobre, ils s'en foutent. Le but, c'est de dire, écoutez, vous avez, ça c'était la réaction de Bertrand quand il avait entendu les simulations qui sont prouvées. Vous avez un livret Tartampion dans la banque du Schmoll, ça vous rapporte 2,5. Vous faites la simulation avec des toitures qui vont pouvoir accueillir des personnes en transition, on va venir là-dessus. Parce que si les urbains décident d'aller en campagne, il faut qu'ils puissent être accueillis. Vous avez des toitures comme ça, eh ben, au niveau du livret machin, votre simulation économique est plus intéressante. Donc, en investissant, comme on l'a entendu avec le Kigal, dans ce type de dispositifs qui sont locales, résilientes et ainsi de suite, vous arrivez à des rendements qui sont supérieurs. Donc, même sur le discours économique, vous pouvez avoir l'avantage. Monsieur Mensch, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Ça m'évoque que si effectivement on avait mis autant d'énergie et d'argent, d'énergie intellectuelle dans la recherche, dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé les meilleures solutions. Je ne sais pas si la question de l'énergie, le stockage de l'énergie cinétique a été évoquée. En tout cas, je l'ai zappé. Donc, c'est aussi une piste intéressante pour le stockage des ENR, de l'énergie cinétique. Merci. Nous disons au revoir à donc, Christian Sommade et son équipe qui doit nous quitter.
Merci d'avoir été là. On va continuer donc avec la méthanisation, si vous le voulez bien, et une nouvelle fois le chanvre, hein, ça intéresse aussi ce secteur, la méthanisation, n'est-ce pas, Pierre-Yves Normand? Oui, oui, on a en donc, effet on a des reliquats de produits qui peuvent être amenés à être méthanisés, mais on cherche quand même à les valoriser d'une autre façon. très bien. Alors, pour ça, je vais solliciter deux personnes, Thierry Vincent et Christophe Mandereau. Pourquoi? Parce qu'ils ont œuvré l'un et l'autre sur Fontainebleau, ils œuvrent encore. Et d'ailleurs, on passe un petit coucou à Nelly qui est avec nous aujourd'hui et qui certainement nous accompagnera sur ces territoires. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la question de méthanisation? Et puis après, on laissera la parole à Thierry Vincent. Bonjour à tous. Donc, Christophe Mandereau, depuis une grosse dizaine d'années, je développe la méthanisation en France avec un objectif particulier de convertir le biogaz en biométhane, qui est une énergie stockable en fait dans les réseaux. Et donc la méthanisation, c'est effectivement à partir de déchets agricoles, comme on disait à l'instant, les déchets du chanvre ou les déchets, ça peut être des déchets d'élevage, ça peut être tout un tas de déchets agricoles. Également les biodéchets issus de la consommation, de l'alimentation. Après, évidemment, une bonne pratique, comme on a vu tout à l'heure, on finit son assiette, hein, zéro gaspille. Et donc, que ce soit les déchets agricoles, les déchets alimentaires ou les bouts d'épuration, quand on est sur ce flux résiduel organique, on peut alimenter des méthaniseurs, donc ce sont des réservoirs maintenus à 37 degrés ou 55 degrés pour être convertis par des bactéries et convertis d'un côté en énergie, le biogaz, constitué de méthane, comme dans les réseaux de gaz naturel, et de CO2, et de l'autre en digestat, qui est un fertilisant quand on le retourne à la terre. Donc, comment tu fais de l'énergie avec ton méthane? Comment tu fais de l'énergie avec ton méthane? Est-ce que ça pollue? Parce que justement, le problème du méthane, c'est qu'on s'en plaint parce que c'est pas bon pour la couche d'ozone ou enfin bref, le climat. Ouais, alors tout pollue, hein, donc comme ça on est tranquille. Donc le méthane issu de la méthanisation, en fait, il est biogénique. Donc c'est un combustible renouvelable au même type que l'énergie solaire. Finalement, le flux solaire qui arrive sur notre planète se convertit, on peut le convertir directement avec les panneaux de Bruno en chaleur ou électricité, ou alors dans les champs, on le convertit en alimentation, ou alors, in fine, toute cette matière organique qui a été transformée par la photosynthèse, sur la partie résiduelle, on peut la transformer encore en méthane et les nutriments en fertilisants pour revenir dans des circuits courts ou en économie circulaire, en interaction, c'est ce qu'on fait à Fontainebleau, en interaction avec des restaurants, par exemple, il faut bien alimenter la cuisine. Le stock où, Christophe? En canalisation directement? Le schéma privilégié, c'est que le méthane, en fait, le biogaz, on le transforme en biométhane, et le biométhane, on l'injecte dans les réseaux. Donc, les réseaux de gaz sont des infrastructures qui existent dans beaucoup de communes en France. Je ne sais pas si sur la commune de Monsieur Mensch, elle est probablement desservie par GRDF. Et à ce moment-là, en fait, on découpe entre la production et la consommation, on découpe. Et j'ai un projet pas très loin, donc de Péry-en-Grisac, là autour de Fessenheim. On fait la transition énergétique. Et l'idée, c'est de créer 2-3 unités de méthanisation selon les différents gisements et de pouvoir injecter dans les réseaux et consommer uniquement à la demande. Donc, c'est l'esprit du stockage que tu évoques, qu'on évoquait tout à l'heure avec l'hydrogène, mais plutôt en utilisant les infrastructures gaz existantes
C'est du power to gas. Permettent vraiment de découpler. Et d'ailleurs, on peut injecter aussi bien le méthane que l'hydrogène de M. Chapuis. Hein. Donc, oui, c'est comme du power to gas. C'est le power to gas. Donc, on travaille aussi sur des projets comme ça. Et on est limité en pourcentage. Qui sont dans une phase de développement et de maturité un petit peu derrière, mais ça va arriver et tout ça va être complémentaire. Et pour l'histoire, sur le territoire de Peyrin-Brisac, l'idée c'est d'injecter du biométhane à un endroit dans le réseau de gaz, en fait de le consommer uniquement à la demande au travers de cogénération gaz qui fonctionnerait et pour la production d'électricité et pour la production de chaleur aux heures de pointe, par exemple pour alimenter des copropriétés, ou encore c'est la demande du maire d'alimenter le chauffage de la piscine. Très bien. Thierry Vincent, maintenant. Donc, alors lui, il est à l'origine des territoires post-carbone sur Fontainebleau. Il est à l'initiative aussi de Planète Chanvre. Donc, voilà, il est à la frontière avec les deux technos. Peux-tu nous parler des travaux que tu as faits? Et je vais aller très vite. Donc, ça fonctionne. En gros, on peut être complètement résilient. C'est ça que tu démontres par tes travaux, Thierry. Ah, le micro. Le micro de Thierry, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ne touche plus à rien. On peut y aller. Oh. Je t'entends très faible. Ah, c'est très, très faible. Alors, Mathieu, est-ce qu'il y a possibilité de prendre par téléphone Thierry aussi, à ce moment-là, qu'on l'entende bien? Oui, toujours. Il faut que tu parles très fort, Thierry. C'est bon. Pardon, c'est les aléas du direct. Est-ce qu'on m'entend mieux là? C'est bon, allez, c'est parti. Alors, comme tu disais, Alexandre, tout à l'heure, pour m'introduire, il y a une dizaine d'années, j'ai lancé au titre de la région de France une démarche un peu expérimentale qu'on a prénommée stratégie post-carbone sur le territoire de Fontainebleau. Alors, pourquoi le territoire de Fontainebleau? C'était suite à la rencontre avec le maire de la ville, qui était plutôt ouvert à cette démarche un peu décalée à l'époque, celle des mois aujourd'hui, qui était en fait d'aller explorer le champ des possibles pour qu'un territoire, on parlait pas de ça, on parlait pas à l'époque de résilience, mais plutôt de limitation de l'empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'on a appelé stratégie post-carbone. Mais au fur et à mesure que la démarche a été mise en œuvre, c'est-à-dire que ça a été 9 mois d'études, d'interviews, d'enquêtes de terrain, etc. En fait, c'est pour ça qu'il faut se méfier un peu des dénominations. Il y en a qui parlent de réduire les gaz à effet de serre pour réduire l'impact du changement climatique. D'autres parlent de stratégie post-carbone, zéro carbone, stratégie de résilience. Donc les termes un peu fleurissent de tous les côtés, mais nous on l'a appelé stratégie post-carbone, qui revenait en fait au fur et à mesure qu'on a avancé dans la réflexion et des prémices de l'action, de voir comment on pouvait relocaliser une partie des activités qui avaient été externalisées au territoire. C'est-à-dire qu'en fait, les consommateurs d'énergie, d'alimentation, de matériaux sur un territoire, en fait, achètent tous ces flux qui sont proposés par d'autres. C'est-à-dire que l'essentiel de la valeur ajoutée est perdu pour le territoire. On enrichit, en fait, les fournisseurs de flux qui sont souvent en dehors du territoire, qui sont souvent nationaux, voire internationaux. Et cette démarche un peu économique, avec une réflexion entre l'économie endogène et exogène, c'est qu'en fait, le maire s'est rendu compte que pour préserver à la fois les ressources locales financières qui avaient tendance à s'amenuiser et de capter donc cette valeur et donc de mobiliser les consommateurs citoyens sur des flux qui leur échappaient, il y a eu toute une réflexion qui a pris plusieurs années, qui a commencé à identifier
les postes économiques et les activités économiques qui pouvaient être relocalisées sur le territoire de Fontainebleau. Alors, la démarche a été au début de faire identifier un peu la quantité de nourriture à fournir sur 12 fruits et légumes de base. Et on a fait une cartographie des espaces vacants, des espaces fonciers vacants qui auraient pu être de nouveau dédiés à l'alimentaire. Donc, avec tout le problème de la propriété de ce foncier, et puis propriétaire, sous quelle forme on pouvait contractualiser avec ces propriétaires? Est-ce que c'est une mise à disposition, si c'était les collectivités, un achat ou une location? Bref, c'était un vrai travail d'identification des parcelles et de contractualisation foncière. Donc, ça a été une première étape, et il y a eu quelques premiers, mètres carrés qui ont été rendus disponibles et qui ont été mis à disposition des jardins partagés de la ville. C'était embryonnaire, mais ça a lancé une mécanique de mobilisation du foncier à des fins alimentaires. Deuxième axe du développement, c'était les déchets équins de la ville de Fontainebleau. Le territoire de Fontainebleau, territoire très fécond en élevage de chevaux et en activité équestre. Donc, il y avait énormément de déchets équins. Donc, il y avait à peu près 25 000 tonnes de déchets équins qui partaient tous les ans et progressivement vers les champignonnières de Saumur. Et donc, cette source s'est tarie. Et donc, les communes se sont posées la question de relocaliser le traitement de ces déchets. D'où le projet, que connaît Christophe, le projet de méthaniser ces déchets équins avec d'autres déchets agricoles et fermenticides dans une usine de méthanisation qui normalement devrait voir le jour l'année prochaine et qui rendrait quasiment autonome la ville de Moret-sur-Loing en biogaz parce que l'usine sera mise sur un réseau de distribution de gaz. Et ce qui est intéressant, c'est que les déchets du territoire fournissent du biogaz à une ville qui est à proximité de Fontainebleau, qui fait partie du territoire. Troisième axe de réflexion, ça a été les matériaux de construction. Et c'est là où on est sorti du territoire de Fontainebleau et j'ai travaillé pendant 5 ans au montage d'une filière avec 6 000 lots de champs. Donc maintenant, il y a 1300, 1400 hectares de champs, d'une usine de défibrage d'assaisonniers. Et progressivement, ce chanvre fournit principalement du béton de chanvre, voire des panneaux isolants, à des constructeurs, pas que du territoire de Fontainebleau, parce que le marché est suffisant, mais à la région de France. Donc là, j'en terminerai en disant que cette démarche un peu conceptuelle au début, qui était assez théorique, qui a mobilisé quand même beaucoup d'acteurs, a abouti à des actions concrètes et qui a surtout montré la possibilité. C'est un travail de longue haleine. C'est facile de parler de la résilience, mais de la réaliser, ça demande de faire converger des forces qui aujourd'hui ne sont pas convergentes dans une vision commune. Il faut déjà définir la vision, la partager, faire adhérer tous les participants d'un territoire, sur l'envie, le désir d'y aller, et trouver les porteurs de projets, les financements, les terrains disponibles, les usines, enfin bref, construire les usines aux besoins. Donc c'est en tout cas aujourd'hui ma carte de visite, c'est un peu le territoire de Fontainebleau. Il y a eu même des élections récentes, il y a quelques années, on a un peu modifié le paysage politique, mais fondamentalement, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a quelques années, au moment des élections municipales, toute cette réflexion qui avait été portée par la structure pour laquelle je travaillais s'est invitée dans la campagne municipale. C'était très étonnant de voir que ce document qui était conceptuel pour une ville, et pour un maire en l'occurrence, est devenu un peu la matrice de réflexion de tous les candidats. Et donc, d'une certaine manière, je me suis invité dans la campagne municipale, alors qu'au début, c'était une réflexion exploratoire qui a conditionné les réflexions et qui nourrit encore non plus uniquement la commune de Fontainebleau, mais le territoire de Fontainebleau qui, suite à la loi NOTRe, a pris un périmètre beaucoup plus grand. C'est une communauté d'agglomération de 60 000 habitants, 23 communes, et le président du pays de Fontainebleau, que je connais bien, est très séduit par cette démarche. Donc, voilà, cette démarche est toujours en cours.
Merci Thierry. Monsieur le maire, j'ai une question un peu plus personnelle qui va amuser, je pense, André Jacques, comme Mathieu et toutes les équipes de SOS Maire. Comment faisons-nous pour alerter les maires? Vous avez eu la gentillesse de vous prêter au jeu de cette conférence, mais nous qui avons, et on n'est pas les seuls, mais nous qui avons des solutions à apporter à cette question de résilience, au même moment où il y a tous les scientifiques qui lancent l'alerte, et pas seulement, il y a aussi des artistes. Vous êtes déjà dans cette démarche, mais comment fait-on pour solliciter les autres maires pour qu'on ne soit pas seulement quelques-uns sur ces conférences, mais qu'on puisse faire des conférences de plus grande dimension avec plein de maires qui soient conscients, engagés et prêts pour 2020 à faire rentrer ça dans leur programme? Alors, nous avons eu la chance d'avoir été repérés par Marie-Monique Robin qui a sorti un film Qu'est-ce qu'on attend, n'est-ce pas? Le titre, il est révélateur. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Et qui nous a valu beaucoup de sollicitations de la part d'élus, d'associations citoyennes et puis voire de scientifiques. Alors, je veux dire par là que tout simplement, c'est par l'exemple que nous avons réussi à attirer l'attention sur notre action. Et c'est comme vous le faites aujourd'hui, c'est en montrant l'exemple des initiatives, des projets réussis à travers donc le pays, à travers des associations, mais aussi à travers des élus. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives dans les 36 000 communes que vous arriverez à en accrocher, enfin, ou alors qu'on arrivera, hein, puisqu'on est dans le même combat, qu'on arrivera à raccrocher un maximum. Hein. Donc, c'est ce que recherchent les élus, ce sont des exemples réussis. Et donc, nous, on rajoute aussi que grâce à la démarche de la transition, eh bien, on n'augmente plus le taux des impôts communaux. Qu'on réalise des économies, disons, substantielles, oui, de l'ordre de 6, 7, 8% sur un budget de fonctionnement tous les ans, et ce qui nous permet quand même de résister malgré la baisse des dotations de l'État et de continuer à investir. Donc, d'un côté, il y a un élément qui parle à l'électeur, au contribuable, au citoyen, on n'augmente plus vos impôts, tout en continuant à investir dans des projets qui sont durables et qui parlent et qui répondent aux enjeux écologiques d'aujourd'hui, hein, c'est plus de demain, d'aujourd'hui. Donc, on fait du bien pour la nature, pour les écosystèmes, pour votre porte-monnaie. Donc, ce sont des éléments qui parlent aux citoyens et qui sont susceptibles d'adhérer à un plus grand nombre. Alors, pour bien se rendre compte de ce que vous faites, quel film vous nous conseillez de regarder? Et je pense qu'il y en a beaucoup, mais celui qu'il est important de regarder dès maintenant, c'est celui de Madame, comment vous avez dit? Marie-Monique Robin. Voilà, c'est une journaliste d'investigation qui a réalisé Un monde selon Monsanto, réalisé après Croissance, qui est un peu la préfiguration du film de Cyril Robin, de Cyril Dion, sur le film Demain. Donc, moi sur les initiatives d'Ungersheim sont reprises dans le film de Marie-Monique Robin qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Et qui est depuis début octobre, qui est sorti en DVD. Qu'est-ce qu'on attend pour aider Pierre-Yves Normand, hein, Pierre-Yves, si on peut lui libérer son micro et celui de Madame Jeunesse aussi, parce qu'il y a un petit message à faire passer. Qu'est-ce qu'on attend pour aider? À ce stade-là, est-ce que je peux vous quitter? J'ai un rendez-vous que j'avais complètement oublié. Oui, bien sûr. Merci énormément. On va continuer à discuter, pas très longtemps d'ailleurs. Merci d'avoir été là, d'avoir participé. C'est vraiment du fond du cœur. Merci. Et merci à Madame Wörth aussi. Je sais que je lui fais mes excuses parce que j'ai été un peu insistant. Donc, vous transmettrez tout. Moi aussi. De toute façon, ces initiatives sont toujours très, très enrichissantes.
On y va avec la foi. SOS Mer, on ne va pas laisser la fatalité nous envahir. Au revoir et merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Pierre-Yves Normand, il y a un petit message, parce que si on peut être soutenu par les cigales, et y compris pour cette université, il ne faut pas hésiter. Pierre-Yves? Alors, le petit message, c'est que vous vous rendez compte qu'on a beaucoup d'énergie sur ce projet. On est une cinquantaine de bénévoles à avoir travaillé sur la récolte de champs, sur les graines, le pressage, la transformation. Nous sommes soutenus par le ministère de la Transition écologique avec ce projet pour la planète qu'on a donc gagné. Mais vous êtes au courant, souvent les subventions, les aides, les concours, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'imagine. Donc, pour un concours commencé en mars, on a donc mis de l'argent sur la table sur nos fonds propres. Nous nous sommes retrouvés avec le ministère qui ne s'occupe plus des projets pour la planète. C'est l'ADEME aujourd'hui qui s'occupe des projets pour la planète. Ils n'étaient pas au courant. Le budget n'a pas été donné par le gouvernement. Donc, nous devons rentrer dans les cadres de financement européen des entreprises par l'ADEME. Ce qui fait que aujourd'hui, on est en novembre et on a téléchargé il y a 15 jours un dossier à remplir après qu'on nous ait dit que la subvention de 24 000 € année 1 allait être versée en juillet. Mais la personne qui s'en occupe a démissionné. Donc, on nous a mis une autre personne en septembre qui nous a dit que notre projet n'était pas éligible. Une autre personne de Paris nous a appelé fin septembre pour nous dire que si, peut-être qu'il y avait possibilité quand même de prendre une partie des dépenses. Aujourd'hui, voilà, on a mis 25 000 € sur la table et on n'a rien reçu. On a téléchargé un dossier de 48 pages, peut-être qu'il nous donnerait éventuellement une subvention pour ce projet qu'on a gagné et dont le gouvernement nous a dit de commencer les actions. Donc, on a commencé par acheter des graines déjà pour planter le chanvre. Et puis, les graines ne rentrent pas dans le dispositif d'éligibilité de l'Europe par rapport à la DEM. Voilà, donc aujourd'hui, on se débrouille tout seul et on ne peut pas continuer comme ça. Madame parce Jeunesse, que, vous m'entendez toujours, Madame Jeunesse? Oui, il y a des je choses suis qu'on là. peut dire, pas dire. Bon, voilà, je l'ai dit. Voilà. Donc, Si j'ai bien compris, vous êtes breton? Oui, de Quimper. De Quimper, oui. Il y a des cigales en Bretagne, 42. Écoutez, il faudrait que vous me donniez votre adresse pour que je puisse vous rapprocher du président de l'association régionale des cigales de Bretagne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous aider, parce que évidemment chaque cigale décide de ce qu'elle fait de son épargne. Mais enfin, il faudrait que vous me donniez via peut-être après, monsieur. Oui, monsieur on Boisson. va mettre tout ça. Voilà. Je voudrais faire intervenir aussi Mathieu Coste, alors que je remercie infiniment. C'est lui qui est toujours avec nous pour les webinars. C'est celui qui prend du temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et il a son propre truc qui s'appelle la révolution du sourire. J'aimerais qu'il nous en parle vite fait. Mathieu, à toi. Merci Alexandre. Déjà, je voudrais dire, j'ai été tout ce que j'ai entendu me nourrit et en fait, il y a plein de choses qui se recoupent et d'expériences de ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, que ce soit les cigales, parce que j'ai eu la chance à un moment donné de passer devant un comité de cigales et malheureusement, à l'époque, ça ne s'était pas passé puisque avec la révolution du sourire, en fait, c'est un jeu de société dans la vraie vie pour développer la qualité de vie locale. Et effectivement, on a eu l'habitude de ne jamais rentrer vraiment dans les cases parce que depuis une vingtaine d'années, on a été conscient que, en fait, c'est moi le monde qui brûle, depuis gamin, je le ressens. Et du coup, la résilience, quelque part, c'est un chemin de vie. Et du coup, on travaille beaucoup sur les architectures. Alors, le début de ce que je dis, mais les architectures, qu'elles soient sociales, logicielles, informatiques, comment changer les architectures sur nos territoires va permettre de développer un mouvement citoyen où tout le monde prendrait sa part. Et effectivement, dit comme ça parle à personne. Alors, on a essayé de trouver
la façon de pouvoir parler de ces sujets-là de la façon la plus simple. Donc, la révolution du sourire, ça permet de poser des questions et de collectivement construire des réponses, surtout pour des gens justement qui ont l'habitude de ne pas rentrer dans les cases et de faire de l'intelligence collective pour apprendre à régler nos propres problèmes de façon autonome. Parce que souvent, quand on va s'adresser à quelqu'un, s'il n'y a pas la compréhension, c'est compliqué. Aujourd'hui, on se déploie, c'est une activité, ça permet de transformer en fait tout rêve en projet concret. Donc moi, pour l'instant, on est éditeur, donc là, on édite des livres qui sont des moyens de connecter des gens sur des thématiques, que ce soit la santé, parce que prendre en main sa vitalité de façon naturelle, c'est hyper important, que ce soit l'économie, l'éthique, que ce soit l'écologie et la place de l'homme dans l'environnement. Donc, on édite des livres, mais on édite aussi un jeu de société dans la vraie vie qui permet aux gens de se poser la question du système d'information territoriale. Et cette question du système d'information territoriale et sa résilience, je pense que ça touche tout le monde, c'est comment on met en synergie les projets, les acteurs, les idées, les ressources sur un territoire de façon résiliente et de façon organique. Voilà, on a développé ça sous forme d'un commun. Donc, c'est une entreprise non appropriable avec des gouvernances démocratiques, agiles. On essaye d'incarner tout ça. Et puis, j'ai une deuxième activité avec l'Assemblée virtuelle qui est de système. Et notamment, entendu parler de la plateforme Transiscope, qui est une plateforme qui agrège plein d'initiatives sur une même carte. Donc, c'est vraiment comment on crée du commun ensemble et comment on crée du réseau d'intelligence collective. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous face à cette question. C'est comment on crée de la synergie entre nos actions, comment on les documente, comment on les rend disponibles, comment on crée des réseaux où l'autonomie et la reliance ne sont pas antinomiques. Merci Mathieu. Voilà. Je voudrais faire intervenir André Jacques et puis après, si vous le voulez bien, parce qu'il est déjà, ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Alors c'est agréable, mais je pense que vous aurez peut-être d'autres choses à faire ensuite. Donc André Jacques pour donner son avis, et puis après, je vous propose une dizaine de minutes, voire plus, si vous le voulez, pour un débat libre. André Jacques, mon micro. Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais moi, je vais devoir vous quitter. Merci à vous. Je n'avais pas compris que ça durerait autant, mais c'était très intéressant. Ben voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Où est-ce qu'on vous retrouve, madame vous avez mes coordonnées? Oui, on les postera donc sur la vidéo. Ok. Merci, madame. À bientôt. À bientôt. Bon, puisqu'on me demande mon avis très rapidement, hein, je pense qu'on a fait un tour très intéressant. Il y a plusieurs solutions. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que j'ai entendu en dernier, c'est cette difficulté de mettre en place des choses, des éléments, des idées, même des expérimentations, parce qu'il y a des réglementations épouvantables, les financements n'arrivent pas, les financements ne se font pas. Il y a des promesses, et puis tout ça, ça dure des années, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et je pense qu'effectivement, quelque chose comme les cigales ou des citoyens qui se réunissent ensemble en disant on va faire ensemble, et bon, sauf bien sûr quand on a la chance d'avoir un maire aussi efficace que celui qu'on a entendu ici. Mais la plupart du temps, je pense que les gens doivent se prendre ensemble, ne pas attendre des structures administratives, des financements qui ne viendront jamais ou qui viendront avec des règles épouvantables, et essayer de faire soi-même. Parce que l'aspect pessimiste de mon point de vue, c'est que on n'a plus beaucoup de temps, que l'effondrement va maintenant un peu plus de 10 ans, mais Nicolas Hulot en a parlé, Édouard Philippe en a parlé, même M. Macron en a parlé.
Je ne parle pas, bien sûr, je ne mets pas là-dedans tous les articles, les livres et tout ça qui prévoient cet effondrement des sociétés industrielles. Il faut très peu de choses, un aspect géopolitique, par exemple sur le pétrole, détroit d'Ormuz, etc. Il faut très peu de choses pour allumer la mèche. Donc, je pense qu'il est important d'aller vite et de rendre le plus résilient possible, d'une part, nos habitations. Et là, l'énergie qu'on ne consomme pas, on en a parlé tout à l'heure, c'est la meilleure des énergies. De rendre le plus résiliente possible nos habitations, mais les services communaux, et c'est le but de SOS Mer, c'est de dire les services communaux doivent pouvoir continuer à fonctionner. Il n'est pas question de donner à manger à tout le monde, hein. C'est pas du tout dans un village, les gens doivent aussi se prendre en main. Mais les services communaux, au moins un minimum, doivent pouvoir continuer à fonctionner en cas d'isolement des communes. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que les toitures exposées par Bruno de Klaus Maddock font aussi de l'eau potable. Donc, vous avez de l'énergie, vous avez de l'air chaud, de l'air froid, de l'eau chaude et de l'eau potable par condensation. Et je le rappelle, ce ne sont pas des panneaux solaires à la base, ce sont des toits. Parce que quand on parle de migrants aujourd'hui, moi, je préfère le terme de King Grosholten, qui fait Toit pour tous en Suisse. Je préfère parler de personnes en transition. Nos grands-parents, quand ils ont évacué, c'était des personnes en transition. Ils n'étaient pas du Moyen-Orient, d'Afrique ou quoi que ce soit, et pour autant, ils étaient obligés de partir de chez eux pour trouver refuge ailleurs. Et avec SOS Mer, on travaille à ça, mais on n'a pas un discours angélique, hein. Ça, on ne peut pas nous le reprocher. Je fais un clin d'œil d'ailleurs au formidable travail de Julia Montfort avec ses carnets de solidarité, accueillir des gens dans une campagne, d'où qu'ils viennent de France ou d'ailleurs, qui viennent de villes ou d'autres campagnes, c'est pas une mince affaire. Il faut faire un vrai état des lieux. Donc, c'est des grosses problématiques auxquelles nous avons à faire face. Aujourd'hui, on sent, et André Jacques, tu vas me confirmer ou m'infirmer, mais on sent qu'on n'y est pas encore. Les gens n'y croient pas. Ils ne croient pas à quoi? Que ça va s'effondrer. Et pour autant, on a quand même des ministres, des scientifiques, tout un tas de personnes qui sont plus que crédibles qui nous le disent. On ne peut pas se permettre de se mettre en danger par notre propre déni. On doit prendre en considération les gens qui savent, les sachants, et faire en fonction de ça. Voilà, j'en termine là-dessus. Il y a maintenant un débat libre. Pour ceux qui doivent partir, je comprends. À moins que Nelly veuille nous dire quelque chose. Elle m'a dit, ouais, je ne veux pas intervenir, je ne sais pas. Moi, je veux bien lancer, allez, comme ça va lancer Nelly, parce que je vais parler de l'importance du récit. Vas-y, Nelly. Et de cette, si tu peux bloquer son micro. De cette importance d'habiter ensemble une façon de raconter le monde qui vient. Et notamment dans arrêter la cacophonie qui est liée au fait que tout le monde parle l'un après l'autre pour se faire entendre, et il n'y a pas de mise en système. Et je sais que c'est une vraie question depuis la marche, depuis l'appel de Cyril Dion ou quoi que ce soit, c'est comment on crée un vrai mouvement qui n'est pas de tête, qui quelque part devient systémique. Et pour moi, ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que comment vous voyez la possibilité de mettre en système, parce qu'on voit bien que les solutions existent, et que c'est juste de la reliance d'intelligence collective. À l'heure du numérique, on devrait avoir les outils. Et pourtant, on est dans des mondes très silotés, juste pour nous garder en tant que consommateurs. Et comment on crée ce réseau d'intelligence collective qui va relier les bonnes énergies entre l'argent, le projet et tout ça. Et pour moi, c'est central, que ce soit en termes d'outils, mais en termes de récit aussi. Et voilà. Tu peux ouvrir son micro? De Nelly, ben oui, tu peux. Voilà. D'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant d'avoir différents points de vue et d'angles qui convergent tous pour le même but. Moi, à mon niveau, je vais essayer de médiatiser votre SOS Mer. Alors, comment essayer de faire un documentaire
Et puis par ailleurs, voir avec d'autres copains s'il n'y a pas d'autres endroits où on peut parler de vous. Puisque là, on est en train de réfléchir sur un petit groupe de médias pour justement essayer d'ouvrir certains blocages. On s'aperçoit que dans les télés et tout, c'est quand même très fermé. Et donc, à mon niveau, je vais essayer de faire déjà un récit dans un documentaire et puis voir comment, par ailleurs, on peut parler de vous dans d'autres émissions. Parce que la médiatisation de ce que vous faites, c'est très important. Alors, on n'en parle pas assez, quoi. Nous, on veut disparaître. C'est bizarre de dire ça. Oui, bien sûr. On veut disparaître. Comme le Resto du Cœur. Oui, c'est ça. On ne veut vraiment pas continuer. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas aussi médiatique que les Restos du Cœur. Donc déjà, il faut apparaître. Ok. Les lanceurs d'alerte n'ont qu'une soif. En général, c'est… Moi, je connais très bien Marie-Monique Robin, qui est une camarade. Et ce qu'elle a fait avec Qu'est-ce qu'on attend, c'est génial. Mais du coup, Ingerstheim est devenue une commune très connue, un repère, un modèle. Mais justement, il faut que tous les autres soient des repères, des modèles. Donc, c'est polliniser l'information et décupler l'information. Moi, je me bats depuis 15 ans à faire ça. C'est très difficile dans les télés, je parle, parce qu'il y a encore des résistances. Et puis, ça ne monte pas au cerveau que l'effondrement est bientôt là. Bon, voilà. Mais je suis à vos côtés. Merci, Nelly. De toute façon, on va vers du mieux. À partir du moment où on conscientise, on va vers du mieux. Moi, je trouve que c'est super d'aller vers les télés et tout ça, mais comme André Jacques disait aussi, il faut s'autonomiser aussi. Et qu'en fait, on est tous médias aujourd'hui. Du coup, c'est nous aussi qui devons diffuser, transmettre, trouver en local des endroits où diffuser des films ou quoi que ce soit. Et là-dessus, on a vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Et c'est le numérique nous donne aussi cette chance de casser ces architectures et que ces architectures de travailler avec. Mais je crois que faire prendre conscience aux gens qu'on a un pouvoir dans notre attention, à quoi on porte notre attention, voilà. Et ce pouvoir-là, il est vraiment. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas du pouvoir qu'ils ont. Merci. Juste pour finir, c'est additionner nos forces, parce que moi, mon métier, c'est effectivement la télé, mais ça peut être à tous les niveaux, dans les réseaux sociaux, tout le monde a une force, et c'est additionner les forces, quoi. Pierre-Yves Normand, Bertrand Chapuis, Christophe et Bruno, est-ce que vous avez envie d'intervenir? Faites un petit signe. Je vais réagir juste sur l'idée là. Additionner nos forces, tout à fait. Mais ce qu'il faut, c'est trouver les canaux de contact. Parce que si on additionne des silos, malheureusement, on ne fonctionnera pas. Donc, il faut penser horizontal et vertical, déjà matriciel, aller chercher dans les organisations les cumuler, aller chercher sur le terrain des collectivités, des citoyens, effectivement, à l'horizontale, aller chercher le maximum de gens. Et puis pas les mettre dans une case, laisser tout le monde libre. Il y a des gens qui veulent marcher, il y a des gens qui veulent se mettre autour de la table pour financer la transition énergétique, il y a des gens qui veulent planter des arbres, planter des potagers, faire de la permaculture urbaine, etc., etc. Et donc, on crée justement les interconnexions entre les organismes et les citoyens pour laisser la liberté et pas imposer une seule vision, une seule façon de faire, etc., etc. Et moi, j'ai mis à côté de mon travail d'ingénieur en écologie industrielle et territoriale, je m'intéresse beaucoup à cette idée de reliance là qu'on a partagée, et je pense que la clé, elle va être justement de trouver la façon d'interconnecter organismes et citoyens. Je pense chacun a la capacité, à partir de son réseau, de le faire. Mais il faut être dans une démarche où on ouvre la discussion et l'inclusion, là où en général on peut s'enfermer dans une ONG, dans une collectivité, dans un rôle, dans une fonction, dans un dogme, etc., etc. Donc il faut mettre de côté les 20% de désaccord et puis en parler autour d'un verre comme ça. Et puis par contre, les 80% sur lesquels on est d'accord, eh ben on fonce, quoi. Bruno, on va faire du toit solaire et puis on va en mettre partout en France, quoi.
Bruno, on peut le laisser réagir avec son On va micro. faire des territoires post-carbone partout et on va faire de la résilience partout. On y va, quoi. C'est faisable, on le fait. Bruno? D'autant que les municipales approchent et que ça sera quand même une bonne caisse de résonance pour en parler. Parce que il y avait En Marche hier, en bas de chez moi, qui commence à tracter. Et quand on leur parle de ça, ils n'ont pas encore tout intégré. Donc, ça va vraiment être pendant 2 ans le temps de parler de tout ça. D'abord, Bruno, tu veux intervenir? On explique le modèle. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, madame. Concernant additionner l'effort, faire des conférences, augmenter cette intercommunication, parce que nous sommes quand même dans un monde qui devient extrêmement difficile à maîtriser, parce que on manque, si vous voulez, de cette communication entre nous tous. Or, on fait partie d'associations, comme moi j'en fais une partie importante, sur lesquelles on peut remonter au plus haut niveau. Tu sais très bien, Alexandre, de quoi je parle. Et donc, on peut remonter au niveau mondial, parce que je pense qu'il ne faut pas rester à notre niveau. Il nous fallait beaucoup plus haut que ça. Et on a des moyens de communication qui sont assez importants. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment additionner toutes ces communications entre nous tous. Bon, c'est une bonne initiative que tu as eue ce matin, parce que, tu vois, Nelly, c'est important, elle écrit et je comprends bien que c'est difficile. Je suis également avec d'autres personnes qui écrivent et qui ont également ce même problème. Comment faire passer nos messages? Bon, comme tu sais, donc, je n'ai pas beaucoup parlé de notre société, mais on vient d'avoir le titre 5, qui est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est le seul titre 5 au monde qui permet de faire de la photovoltaïque avec le titre 5. On vient d'avoir cette qualification il y a quelques jours. Donc, c'est quand même exceptionnel. Donc, on est les seuls au monde à pouvoir dire aujourd'hui, eh bien, toutes les énergies qui arrivent par la photovoltaïque pourraient être transformées en titre 5. C'est une petite révolution. Voilà. Et tous, on cherche à stocker, évidemment, l'hydrogène est très important. Pour l'instant, on utilise l'EDF comme élément de stockage. Mais bon, j'avoue que c'est pas très cohérent. Donc, je travaille aussi un petit peu sur l'hydrogène, on en parlera. Hein, voilà. Bon, voilà, je voulais faire cette petite intervention parce que j'ai trouvé que additionner nos forces est important. Pierre-Yves et Bertrand, petit mot. De mon côté, on parle dans 2 ans, les municipales, des choses qu'il faut dire. Je ne suis pas sûr qu'on va vraiment avoir le même modèle de société, ne serait-ce que dans 5 ans, ne serait-ce que dans 10 ans. Et beaucoup des espoirs que l'on mise passent vraiment par un mode d'énergie tel qu'il existe. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, malheureusement, en regardant les enfants qui ont 8 ans aujourd'hui, quand ils auront notre âge ou l'âge de nos parents, ça va radicalement changer. On sait aujourd'hui qu'il y a une plante qui pousse sur tous les continents, qui a été éradiquée par les Américains pour nous envoyer leur nylon, leur coton. La plasturgie du chanvre a été remplacée par la plasturgie du pétrole, qui nous fait des plastiques qui sont biodégradables, mais qui ne sont pas biocompostables, donc fragmentables. Aujourd'hui, seule la plasturgie végétale va pouvoir être biocompostable. J'étais avec des gens de la grande entreprise Bolloré. On ne rachète plus, on ne peut plus envoyer de déchets plastiques. Mon fils m'a fait hier un dessin d'un bateau avec un filet pour récupérer le plastique dans les océans. Aujourd'hui, avec le chanvre, on nettoie les sols, on crée de la cellulose, on crée une chaîne carbonée comme celle du pétrole. On peut avoir à manger, on peut se vêtir, on peut fabriquer des maisons. Aujourd'hui, c'est tout simple. La solution, elle est dans le végétal, chanvre, point à la ligne. Je n'en démorderai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement nous a dit on ne peut plus vendre de fleurs de chanvre, 0,2% de THC, blablabla, blablabla. Pas d'économie sur le sujet. Donc aujourd'hui, en France, on est en train de perdre cette bataille. En Bretagne également, avec des agriculteurs qui savent faire, qui veulent faire, et on nous met une virgule mal placée dans un texte de 1964
qui nous impose aujourd'hui l'incapacité de faire du business, de générer de l'argent et de mettre en place ces solutions. Voilà mon message. De l'espoir, mais vraiment une prise de conscience des anciens que ça ne va pas continuer comme ça et que ce n'est pas de l'art contemporain. Ce sont nos enfants aujourd'hui qui décident et qui décideront et qui ont décidé à Quimper d'avoir des protéines végétales à manger et de ne plus avoir de cochonneries industrielles. C'est nos enfants qui vont décider, ce ne sont pas les politiques. Ce sont nos enfants. Juste une question, est-ce que tu connais Maxime de Rostelan? Pierre-Yves, oui. Tu connais Maxime de Rostelan? Oui. Parce qu'il a un site Bluebees où il aide les gens à trouver du financement. Tout à fait. On est dessus, ce site Bluebees qui est très intéressant. Le financement, on peut les avoir. Il y a des gens qui veulent mettre de l'argent, il n'y a pas de souci là-dessus. Okay. Mais il faut généraliser. Et aujourd'hui, à Quimper, on nous laisse faire. Donc, ce modèle-là, je peux vous dire qu'on va le mettre en avant. J'aurais pas dû dire que l'ADEME nous avait pas donné des sous. C'est pas bien politiquement correct. Désolé, j'ai craqué, j'aurais pas dû. Mais l'émotion est tellement forte aujourd'hui que il faut qu'on y aille. Et puis, voilà, qu'on les portes vont s'ouvrir. On y va. Pierre-Yves, je peux faire une petite intervention, c'est Bruno. Bertrand et après Bruno. Ouais. Pierre-Yves, tu parlais de l'ADEME. Tu connais Luc Bodino à l'ADEME? Non, ça ne me dit rien, non. Donc, Luc Bodino, via Alexandre, je vais te transmettre ses coordonnées. C'est la personne qui traite les dossiers et surtout qui est capable de débloquer les financements. Dans ton cas, je pense que c'est important. Mais c'est un projet qui avait été labellisé par l'ADEME ou pas du tout? Non, le ministère a promis 3 millions d'euros pour les projets pour la planète. Le ministère a décidé de dire à l'ADEME de s'occuper des projets. L'ADEME nous a répondu on n'a pas eu de financement avec le gouvernement, donc on doit prendre dans notre enveloppe personnelle. Notre enveloppe est soumise aux réglementations européennes. Vous ne rentrerez pas dans les cases de la réglementation européenne. Et le ministère répond on a perdu les dossiers de toute façon, donc on recommence à zéro. Voilà. Le problème, c'est que c'était une initiative de Hulot. À partir du moment où il est parti. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Je voulais faire un petit. Oui, concernant. J'ai fait venir le premier bateau en France avec Châtel-Perron, un bateau en toile de jute que j'avais posé à l'Alma. J'avoue que c'est quand même impressionnant de voir qu'on peut faire des bateaux en toile de jute que de les faire en toile de verre. C'est tout, cette petite remarque qui est assez intéressante, c'est que ça rejoint le chanvre. Et qu'est-ce qu'on fait de la paille? Eh bien, on peut en faire des bateaux. Merci à vous tous. Il est maintenant 11h50. Un grand merci d'avoir été là, d'avoir exposé vos solutions. Je pense qu'il y a eu de l'énergie qui a circulé entre tous. J'espère n'avoir oublié personne en temps de parole. Je vous dis à très bientôt. Merci. Et puis, à bientôt. Au revoir. De résilience à résistance, il y a un air de ressemblance. À bientôt. À bientôt. Merci Alexandre. Merci. Merci. Merci Alexandre.